Cher, pouvez-vous nous éclairer sur le parcours scientifique de votre père? Avec plaisir, d'autant plus que de toute sa vie, il a été très modeste et l'humilité l'empêchait toujours de parler de lui-même, même à nous, ses enfants. Et j'ai commencé à découvrir ses mérites, des fois par les occasions, les petites occasions que je trouvais en contactant ses anciens amis, ses anciennes connaissances et surtout ses anciens élèves. Bien sûr, quand j'étais très jeune, j'ai eu l'occasion de rencontrer, aussi rarement que soit, certains de ses professeurs. Alors, son parcours n'était pas un parcours hors norme, puisqu'il faut se situer dans les années 40. Il avait 15 ans lorsqu'il avait terminé le minimum requis pour entrer à la Zaytouna, dans l'école coranique. Et en même temps, il a fait un double parcours, lui, chose qui était très rare, c'est-à-dire il a eu le certificat d'études primaires, il était aussi francophone. Donc, il a eu ce double parcours depuis sa première enfance. C'était chose très rare au début, parce que ceux qui allaient aux écoles coraniques arrivaient à la Zaytouna et donc passaient un examen d'entrée à la Zaytouna sans avoir besoin de certificat d'études primaires. Mais mon père a eu cette double chance d'avoir les deux à la fois, parce que notre ville avait cet avantage d'avoir cette filiale de la Zaytouna, filiale locale. Vous parlez de la ville de Taboulba? De Taboulba, oui. C'est sa ville natale. Hein, ma ville natale, c'est Sirbet el-Medjouni, c'est pas Taboulba, mais par la suite, bien sûr, j'ai vécu à Taboulba. Moi, je parle de sa ville natale. Taboulba, qui était une ville considérée comme une ville de science. Le centre-ville, il est entouré de 4 minarets, de 4 mosquées déjà. Donc, le centre-ville, c'est un spectacle original qui ne se trouve dans aucune autre ville de Tunisie. Un centre-ville entouré de minarets de mosquées. Et là, au centre-ville, on peut retrouver le mausolée de Sidi Ayash, et donc avec ces 3 patios, ces 3 cours, chaque cours contenant un assez grand nombre d'anciens bureaux. Hein. Je ne peux pas dire autre chose maintenant parce que la plupart sont malheureusement fermés. Et là, donc, il a eu son cursus coranique. Parallèlement, il suivait ses cours conventionnels dans l'école qui était déjà une école de réputation où on enseignait l'enseignement ordinaire francophone et franco-arabe plutôt. Parce que quand même on enseignait aussi l'arabe. Et donc, à 15 ans déjà, il a fait ces 2 parcours. Il est entré à la Zaytouna et la Zaytouna, là, il a fait le parcours habituel, mais peut-être d'une façon accélérée, parce qu'il avait déjà des bases solides, donc il pouvait aller plus vite. Et il est rapidement passé par la période Ahliya et par la suite il a fait donc, des autres périodes, Tahsil, et puis il s'est spécialisé en langue arabe. Donc tout son parcours, il a fait dans la Zaytouna entre 34 et 45 jusqu'à l'année 56. Alors, mon père, il a enseigné pendant 3 ans dans les écoles de la Zaytouna, notamment dans les villes de Gibelli et de Mahdia. Alors, pour retourner à son cursus, il ne faut pas passer à côté d'une chose très importante, c'est que les étudiants à cette époque-là avaient le choix de faire un cursus traditionnel uniquement et un cursus qui joint le traditionnel avec le moderne, dans le cadre de l'école Khaldounia, qui était une école fondée dans le cadre de la grande réforme qui a été faite il y a quelques années déjà, et qui consiste à offrir l'opportunité aux étudiants des sciences religieuses, l'opportunité de suivre les acquis des sciences modernes. Et donc,
l'école Khaldouniya, du nom du grand sociologue, du fondateur de la sociologie en fait, Abdelrahman ibn Khaldoun. Maintenant, ceux qui sont allés l'année dernière au séminaire d'été, ils peuvent se rappeler le bâtiment qui est en face de la mosquée de Zaytouna. Donc, il est séparé de la mosquée de la Zaytouna seulement d'une petite ruelle où il y a le souk traditionnel. Et là, on prenait des cours complémentaires, c'est-à-dire on faisait le cursus habituel, et on prenait des cours complémentaires de sciences naturelles, de physique, de mathématiques. Il y avait tout. Et j'ai pu suivre ce même cursus. C'était très amusant pour moi parce que j'avais l'occasion de lire en arabe ce que j'étudiais en français dans l'école moderne. Parce que quand j'ai fait mes études primaires et secondaires, j'ai fait tout ce qui est scientifique en français. Donc, avec cette appartenance à l'école Khaldouniya, mon père, que Dieu l'agrée, était devenu lui aussi pluridisciplinaire. Et il a pu par la suite être enseignant là où peu de gens pouvaient le faire. C'est-à-dire que lorsqu'on a eu besoin d'un professeur de mathématiques, il était là. Il a enseigné les mathématiques pendant 3 ans. En français? Non, c'était en arabe. En arabe, oui. Les enseignements de la Zaytouna, c'était en arabe. Et toutes les études de la Khaldouniya étaient en arabe, parce qu'il y avait des étudiants qui n'étaient pas francophones du tout. Je vous ai dit qu'il y a des gens qui n'ont pas passé par le cursus certificat des études primaires. Donc il y avait des gens complètement arabisants qui ne connaissaient même pas le français. Et donc il enseignait donc en langue arabe, les mathématiques en langue arabe. Et bien que j'ai vu ces sources, les livres étaient en français, parce que les sources en langue arabe, surtout les livres d'exercices, moi j'ai eu affaire à beaucoup d'exercices qu'il me tirait là, il me donnait pendant mon enseignement primaire. C'était des exercices de l'ancienne algèbre écrits en français. Donc l'enseignement c'était pluridisciplinaire, mais spécialement il était reconnu pour ces 2 disciplines-là. Par la suite, lorsqu'il a intégré l'enseignement conventionnel, lorsqu'on a fermé les écoles zaytouniennes, on a commencé bien sûr par fermer la grande institution qui s'appelle Jama al-Adl, la grande mosquée. C'est là où il y a l'enseignement du plus haut cycle. On a commencé par ça, sous prétexte de transporter ça dans une faculté. On a appelé ça la faculté zaytounienne des sciences islamiques. Et au lieu de 14 000 étudiants qui étaient là, on a conservé seulement 900. Et les autres, on a dit qu'ils en avaient besoin dans l'appareil d'État, bien sûr, parce qu'ils sont devenus par la suite des commis de l'État. Et lui, il a choisi de devenir donc un enseignant d'enseignement public, et il a fait sa deuxième carrière dans l'enseignement public de langue et littérature arabe. Alors, pour ce qui est de ses œuvres, lui, c'était un éducateur. Son travail essentiel, c'est l'éducation. Donc, si on veut trouver réellement ce qu'il a laissé dans la vie, ce sont ses élèves. Et je n'ai pu reconnaître réellement mon père qu'à travers ses élèves. Chaque fois que j'en rencontre un, il me raconte quelque chose. Jamais il ne parle de lui-même. Et là, j'ai compris que c'était quelqu'un qui rayonnait à l'extérieur de chez lui beaucoup plus que chez lui. Parce qu'il est complètement investi dans l'œuvre sociale. Et on m'a dit même qu'il prenait toujours la position par où il pouvait défendre l'élève. C'est pour cela que tous ses anciens élèves l'aimaient jusqu'à maintenant, parce que lui, il se place toujours dans le conseil de discipline pour empêcher d'exclure les élèves. Donc, contrairement à ce que pourrait être compris par quelqu'un qui se place dans le conseil de discipline, lui, il est célèbre pour ça. Quand il est au conseil de discipline, on ne risque pas l'expulsion. Donc, c'était toujours sa vocation. Aussi, la deuxième vocation, c'est les jeux d'échecs. Il était un enseignant d'échecs. Il était le responsable du club d'échecs, qui était jusqu'à la fin des années 60, au début des années 70, qui était un club reconnu. Et c'est là où j'ai appris les vertus de ce jeu-là, qui n'est pas un jeu, qui ne mérite pas d'être appelé un jeu. D'ailleurs, on s'est rattrapé parce qu'on l'a appelé le jeu de stratégie.
Et ça suffit pour le connaître, de savoir que le hasard n'a aucun rôle dans ce jeu. Donc, c'est pas bien de l'appeler un jeu. C'est un art. Et là, on réussit à complètement transformer le mode de pensée de l'enfant quand on lui inculque cet art à très bas âge.